Les Antilles sont pour. Détester, c'est aimer. L'ego est l'expression du vide. Toujours et jamais sont les mots de celui qui a peur. On peut continuer comme ça longtemps. C'est une véritable moulinette à maximes. L'astuce, pour fabriquer ces maximes, est de faire en sorte qu'une contradiction apparente soit détruite par la proposition qui en découle. Bon, d'accord, on réexplique. La question qui nous occupe est: comment se débrouille-t-on pour faire en sorte qu'une décision produise systématiquement l'inverse de l'effet escompté? Ou on peut le formuler autrement: pourquoi les craintes sont-elles autoréalisatrices? Eh oui, elles le sont. C'est une question fondamentale pour notre époque qui est caractérisée par son obscurité mentale. C'est la même erreur qui est faite et refaite encore et encore de façon aliénée jusqu'à ce que ça rentre. Parce que c'est comme ça que ça marche. Or, s'enfoncer dans le déni ou l'ignorance fait toujours encourir le risque de faire exploser la vérité. Les vérités sont faites pour vivre à la lumière, et si elles sont enfouies sous terre, alors le sol tremble. Et ce qu'on découvre au fond du trou nous déleste de notre bêtise. Alors, comment ça marche? On va faire des petits dessins. Pour notre part, nous faisons appel à la systémique, et nous allons aller du plus simple au plus complexe. On a un système. Un système est une entité, une chose. Ça peut être un organisme, un être vivant, un caillou, une idée, une proposition, une théorie. Ça marche à n'importe quelle échelle. Les limites du système sont définies par l'endroit à partir duquel il n'est plus valable. Donc déjà, ça suppose un sur-système dans lequel le premier est intégré. On va dire qu'on appelle le sous-système A à l'intérieur du système 1. Dans ce monde fermé, tout est régi par la complétude, c'est-à-dire des maths du premier degré, c'est-à-dire la logique classique. Si la proposition dit que x plus 2 n'est pas égal à 4, alors x est égal à tout sauf 2. Donc on dit que la solution 2 est l'inverse de toutes les autres solutions. La solution, c'est que soit x est égal à 2, soit x n'est pas égal à 2. Comme on dit en économie, il n'y a pas d'alternative. C'est le TINA, qui veut dire en gros, c'est soit nous, soit rien. Mais c'est là qu'on sent quand même venir le vent de l'erreur. On ne fait pas des mathématiques simples avec des objets complexes. Déjà, on estime qu'entre les deux solutions, il y a une symétrie de type 1. C'est une symétrie binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Le truc, c'est que si on rajoute un deuxième sous-système, on peut dire que ces deux solutions sont le même résultat d'une équation du second degré. C'est un peu plus complexe. Et dans ce cas, ces deux sous-systèmes sont reliés par une symétrie de type 2, de telle sorte que l'un est l'opposé de l'autre, mais pas son inverse. Et maintenant, si on rajoute un système 2 à côté du premier, on crée une symétrie de type 3, qu'on va appeler un contraire, qui est un contraire radical, puisque toute solution qui se trouve là-dedans relève d'un tout autre système que celui dans lequel on était au départ. Ce qui est amusant, c'est que cette symétrie exerce une répulsion entre les deux systèmes, car ils sont réciproquement opposés l'un à l'autre. Maintenant, on va complexifier encore la situation. On a deux systèmes qui possèdent chacun d'eux des propriétés qui sont communes aux deux systèmes. Et là, il se forme une harmonie entre ces deux sous-systèmes, qui du coup s'attirent, embarquant avec eux tout le système auquel ils appartiennent. C'est le syndrome de Roméo et Juliette, qui ont tout en commun, mais viennent tous deux de mondes différents et rivaux. En fait, on vient de créer un antagonisme. Sans cette attraction entre les deux sous-parties, les deux systèmes s'éloigneraient l'un de l'autre indéfiniment. Et sans répulsion entre ces deux systèmes, les deux sous-parties attireraient les systèmes de sorte qu'ils se fusionnent. Donc un antagonisme se définit par deux propriétés communes de deux systèmes distincts qui ne peuvent ni se fondre ni se différencier. Or, c'est soit l'un, soit l'autre. L'erreur qui est faite est de croire que sa théorie va marcher et que ce dont on fait abstraction va disparaître tout seul. Mais quand le problème n'est plus situé dans les objets qu'on traite mais dans leur structure, c'est elle qui devient la cause première du problème et qui invalide le paradigme sous-jacent à ce qui est affirmé. C'est cette chose invisible et immatérielle qu'est la structure de l'information qui réclame d'être découverte et comprise en créant des effets inattendus et indésirables. Le pire, c'est que dans leur abnégation,
à croire en leur propre théorie, les hommes s'efforcent de nier l'existence des effets indésirables, ou mieux encore, quand ils les connaissent même sans les comprendre, et que cela leur permet de jouer sur deux tableaux, ils en profitent pour tromper leur monde.